Alors aujourd'hui, on est avec Anthony Chevrier, qui est capitaine des sapeurs-pompiers professionnels dans l'Oise et qui auparavant a eu un riche parcours dans diverses entreprises. Du coup, aujourd'hui, il va pouvoir nous faire le pont entre le milieu des pompiers et le monde de l'entreprise, et ce sur diverses problématiques. On va traiter ensemble du RETEX, du retour d'expérience dans les entreprises, et comment on peut s'inspirer de ce qui est fait chez les pompiers aujourd'hui. On va aussi parler de la gestion de crise, et puis on reviendra sur son parcours et tout ce qu'il a construit en tant que manager et leader. Je vais te laisser te présenter rapidement ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui. Alors, est-ce que tu te souviens de la série Le Caméléon? Pas du tout. Pas du tout. Alors, Mais c'était une vraiment, je ne série, sais c'est même vrai? pas ce que c'est cette série, je te jure. Alors, c'était une série, on a à peu près la même tranche d'âge, je pense, donc... Je ne sais pas, du coup, je me demande. J'ai dû rater un truc. non, c'est une série, en fait, où le protagoniste changeait de métier au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il Ok, passait de ok. pilote de ligne à instituteur, enfin, voilà, il changeait vraiment de métier. Mon parcours, c'est un peu ça. C'est-à-dire que j'ai fait différentes choses en fonction de mes passions, en fonction de Ok. mes envies du moment. Donc j'ai commencé, je voulais être moniteur de kayak et de rafting. Donc j'ai pu faire ça pendant les étés et puis passer pas mal Ouais. de temps là-dessus. Et à côté, j'ai fait des études d'ingénieur, Ok. donc ingénieur en mécanique, ce que j'ai jamais fait, puisque tout de suite après, je suis rentré en logistique dans un gros groupe de distribution Ok. français, où j'ai passé 8 ans sur différentes fonctions et assez rapidement, j'ai pris goût au management. Donc j'ai été chef d'un établissement de 200 personnes à peu près, et puis en Donc évoluant hyper tôt dans ton progressivement, parcours. assez tôt, ouais. Tu À as eu du 23 ans, management en fait, hyper tôt. j'avais Dans des la piscine. responsabilités dans la piscine. Ouais, mais c'était vraiment ça. Ok. Tu sautes dans la piscine, belles opportunités, et puis voilà, je me suis fait plaisir, j'ai adoré le management, j'adore toujours autant d'ailleurs, et j'ai fait ça pendant quelques années. Et puis par la suite, j'ai changé d'entreprise pour prendre un gros groupe logistique cette fois-ci, Ouais. où pareil, j'ai évolué aussi pendant 9 ans à travers différents métiers, donc directeur de plateforme sur des sites Céveso, donc des sites avec des produits dangereux, donc une petite complexité supplémentaire. Et Ouais, tu me puis donnes. progressivement, on m'a confié aussi plus de responsabilités et je suis parti à l'étranger. Je suis parti vivre avec toute la famille au Brésil pendant quelques années comme directeur des opérations, et puis ensuite en Italie comme directeur des opérations aussi pendant quelques années également. T'as fait pas mal d'interculturel du coup, en Pas mal plus. d'interculturel, Ouais. exactement. Ouais, ça enrichit tout Ah, de tu suite m'étonnes. pas mal. Et Et maintenant? puis maintenant, bah, j'ai décidé de changer il y a maintenant 3 4 ans en passant un concours pour devenir capitaine sapeur-pompier, donc Ouais. dans un environnement qui n'a rien à voir avec ce que je faisais avant. Mais caméléon, du coup? Donc très Caméléon, bien, voilà. exactement. Et puis, bah, j'y suis très très bien. Et aujourd'hui, je suis chef d'un centre de secours de Compiègne. Donc un centre de secours assez important avec 120 sapeurs-pompiers. La moitié professionnels, la moitié des sapeurs-pompiers volontaires. Et puis en même temps, j'ai aussi la responsabilité, je suis adjoint chef de groupement, donc en charge, si tu veux, de la moitié d'un département. Donc l'adjoint sur une vingtaine de centres de secours. Donc toujours beaucoup de management. Donc toujours beaucoup de management. Ouais, Ok, exactement. super. Du coup, c'est ça qui est super riche. Donc merci d'avoir résumé ton parcours parce que ce qui va là pas mal aussi nous intéresser, c'est évidemment ce que tu fais actuellement chez les pompiers, mais aussi tous les ponts que tu fais avec ce que tu as connu dans le privé et comment aujourd'hui on peut aider des managers à dupliquer en fait, enfin dupliquer, ou en tout cas à s'inspirer de ce Mm. que tu fais aujourd'hui, toi avec les pompiers quoi. Donc, euh, Avec donc, plaisir. allons-y. Et est-ce que tu fais encore du kayak? Non, non, j'ai Non? arrêté. T'as arrêté Bah, après, le on est kayak? caméléon, mais on peut pas tout faire en même temps. Non, c'est sûr. Donc, Caméléon, une fois qu'il est sur une branche, il prend la couleur et puis il y il reste pendant un reste. certain temps. Ok, Et bah, c'est un peu ça, c'est ok. pareil. Donc, le kayak est passé derrière. Du coup, voilà, on va parler du Rex. Ça va être notre Mhm. premier chapitre, on va dire ensemble, Anthony, si ça te va. Oui, bien sûr. Moi, j'aime bien que tu nous partages déjà, toi, les constats que tu as faits et qui t'ont amené à être très intéressé par ces dispositifs et cette philosophie des rétex. Qu'en fait, c'est parti d'un constat, c'est que malheureusement,
On utilise très peu le retour d'expérience en entreprise. Chez les sapeurs-pompiers, on va y revenir, c'est énormément développé, avec des avantages qui sont incroyables. Et en entreprise, je l'ai relativement peu vu. Et pour moi, c'est un gâchis, parce qu'on a tendance à renouveler les mêmes erreurs, Mm. et on apprend finalement relativement peu de l'histoire. L'histoire de l'entreprise, l'histoire des différentes étapes successives, de ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché. C'est quelque chose qu'on a tendance à peu utiliser pour le futur. Et bah, d'ailleurs, je peux que abonder dans ton sens parce que moi, j'ai un nombre incalculable de clients qui me disent qu'ils aimeraient faire plus de REX. Ouais. Ou tu vois, quand on fait des bilans de certaines expériences, ils disent là, il faudrait faire des REX parce qu'on refait toujours les mêmes erreurs. Mais en fait, par manque de temps et par manque de méthodologie aussi, je pense que c'est pas fait. Donc je pense que ça va Bah, pouvoir être utile, ce ouais. que tu as à nous dire. Ah bah, il y a à la fois le manque de temps, ça c'est vrai, c'est Ouais. souvent ce qui revient en disant bon bah on a eu une crise, on a géré une Mm. grosse problématique et puis bah, on a tendance à passer à la suite. Il y a le manque de moyens ou de méthodologie pour faire un retour d'expérience. Et puis, il y a aussi une volonté où, en entreprise, on a tendance à rapidement montrer un responsable. Et donc, du coup, c'est un peu contraire à l'esprit du retour d'expérience. Donc, Mm. c'est un point On va en parler. qui souvent est bloquant. Ouais, c'est ça. En fait, on accuse plutôt que trouver peut-être un ensemble de causes, enfin, et puis de ne pas réécrire l'histoire justement et de se dire qu'est-ce C'est qu'il faut ça. pas qu'on refasse quoi. Et tu me disais, c'est un gâchis énorme en fait, toutes les erreurs comme ça qu'on renouvelle qui parfois en plus amènent à des situations euh, critiques ou même Ouais, dramatiques quoi. ouais, complètement. Et alors du coup, est-ce que tu peux nous raconter la naissance de tout ce qui est aujourd'hui les dispositifs de Rex chez les pompiers? Puis après, on le développera ensemble. Alors, chez les sapeurs-pompiers, c'est assez intéressant. Tout le dispositif de retour d'expérience a une vingtaine d'années à peu près. Ok. Et ce qu'il faut se dire, c'est que dans les années 2000, début des années 2000, fin des années 90, on avait un taux de mortalité chez les sapeurs-pompiers où on avait 20-25 personnes, collègues, qui décédaient en opération tous les ans. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, en mettant en place les retours d'expérience, en revoyant aussi toute l'organisation, les processus, on a pu diviser par deux ce chiffre. C'est encore beaucoup trop important, mais derrière, il y a une vraie prise de conscience. Donc là, on est vraiment sur la sécurité en fait Ok. de nos collègues. Donc en 20 ans, vous avez divisé quand même par deux le nombre de décès Oui, grâce au Rex. en grande partie grâce au Enfin, retour ouais, je fais d'expérience. peut-être un petit raccourci, mais en tout cas, ouais, Ouais. vous vous dites qu'il y a un lien évident entre ça et le fait que la En, mortalité a diminué. En fait, il y a un lien qui est évident parce que pendant de très longues années, si je prends début des années 2000, on était sur une méthodologie, une philosophie, on va dire, Mm. où le chef a toujours raison. Donc, vous faites les ordres comme on vous a appris à les faire. Donc, on avait des équipes qui réalisaient des gestes qu'ils avaient pu voir en entraînement, des gestes qui n'avaient pas évolué depuis des dizaines d'années. La Bible qu'on utilisait à ce moment-là, qui s'appelle le RIM, Règlement d'instruction et de manœuvre, c'était une Bible qui avait 50 ans. Ok. Donc c'était voilà, une méthodologie qui avait relativement peu évolué en l'espace de toutes ces années, et en fait qui était basée sur le on fait de telle façon, mais qui expliquait absolument pas sur pourquoi on agit de telle et telle Mm. manière. Et du coup, début des années 2000, il y a eu des cas assez graves avec, notamment dans la Drôme, 5 sapeurs-pompiers sur l'Oriol qui sont décédés sur un accident routier, dont un qui n'a jamais été retrouvé, qui est tombé dans la rivière. On a eu sur Paris, pas très loin d'ici également, un incendie sous comble, où on a eu 5 sapeurs-pompiers de Paris qui sont décédés. Et donc, par rapport à ça, il y a une vraie prise de conscience qui a abouti en fait à se dire il faut qu'on se pose à chaque fois qu'on a une situation problématique, à Mm. chaque fois que les équipes remontent une situation problématique, pour définir finalement qu'est-ce qui s'est passé, quelles en ont été les causes, et comment on améliore, comment on fait mieux la prochaine fois. Et les deux cas que tu cites là, par exemple, c'est des cas qui étaient récurrents. Enfin, on aurait pu dire que c'était récurrent, l'incendie dont tu parles et l'incident routier.
À chaque fois, il y a des spécificités qui sont Oui, différentes, mais il y a des dénominateurs communs qui il y reviennent. avait des Ouais, dénominateurs communs, ouais, qui ok. pouvaient revenir. Et du coup, aujourd'hui, du coup, il y a eu cette prise de conscience chez les pompiers. Comment après ça s'est... Enfin, tu vois, quel est le dispositif aujourd'hui qui a été créé et que j'imagine vous continuez à... Enfin, sur lequel vous continuez à faire de l'amélioration continue, j'imagine, mais comment on pourrait le décrire aujourd'hui, ce dispositif-là? Bah, il y a deux choses qui sont intéressantes à prendre en compte avec le retour d'expérience. Du coup, c'est la remontée qui vient du terrain, c'est-à-dire qu'on cherche à valoriser énormément toute la remontée d'informations, la remontée de difficultés qui proviennent des interventions. Alors ça peut être sur des techniques opérationnelles, ça peut être sur des problèmes de communication qui vont avoir lieu, ça peut être sur une évolution aussi des technologies, une évolution des matériaux. Je pense qu'on pourra passer quelques exemples, Ouais, avec notamment dans le plaisir. domaine de la mobilité. On a énormément de choses qui sont nouvelles et qui occasionnent un certain nombre de problématiques. Tout ça, il faut qu'on arrive à le prendre en compte. Et souvent, c'est suite à des remontées du terrain en disant, bah, moi j'ai été confronté à telle problématique, qu'on va pouvoir travailler avec les équipes, qu'on va pouvoir faire venir des experts à certains moments et puis définir bah, quelles sont les meilleures procédures, quels sont les meilleurs gestes et techniques qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Et tu vois concrètement comment ça se passe aujourd'hui? Donc toi, tu as t'as les 120 pompiers qui sont sous toi. Comment tu vois comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un rituel, je sais pas moi, hebdomadaire où il faut remonter des choses? Est-ce que c'est eux qui décident quand ils ont envie de remonter une problématique? Après, est-ce que c'est après une intervention? Tu vois, c'est comment ça s'organise ça au quotidien, cette remontée individuelle de problèmes? En fait, on fait une remontée. Alors, tout le monde est libre de faire la remontée suite à une intervention Ou pas? ou pas. Ok, Voilà, c'est vraiment une pleine liberté à ce niveau-là. Mais en général, dès le moment où on va avoir une difficulté, ça va remonter d'une manière assez autonome. En fait, on a un outil numérique, une application ok. de remontée d'informations. Donc c'est comme ça en tout cas dans notre département. Chaque département a sa propre organisation où on va avoir la possibilité de faire remonter une situation problématique. Et tu as des questions précises sur l'application ou c'est libre et chacun remonte la façon dont il a envie de Il y a remonter le quelques problème? questions, mais c'est relativement limité de telle Ok, façon à ce que la personne elle puisse s'exprimer assez ouais, librement, ok. qu'elle passe pas non plus 15 minutes à expliquer Oui, le toute but, la faut que ça soit problématique. rapide, sinon c'est une barrière Exactement, à là l'entrée, on va c'est ça, dire, c'est pour... la barrière à ouais, l'entrée. Par contre, une fois que ça remonte, on a un service sur le retour d'expérience qui va l'analyser et qui va prendre contact directement avec la personne concernée pour avoir plus d'éléments. ok. Et suite à ça, si on juge qu'il y a un intérêt en fait à partager le retour d'expérience, bah, à ce moment-là, on va travailler. Donc il y a toute une équipe qui va bosser dessus pour décortiquer la problématique et puis trouver des solutions. Et surtout partager derrière. Et alors que tu nous expliques le partage, tu as un exemple de... Donc tu vois, c'est remonté... En plus, toi, tu étais dans ce service-là avant, le retour Oui. de... Je sais pas comment ça s'appelle, le service Retour d'expérience. de Ouais, retour ça. d'expérience qui centralisait les remontées. Mhm. Tu as un exemple en tête d'une remontée qui est arrivée d'un pompier et qui a donné lieu à des nouvelles instructions, des nouvelles directives pour des cas spécifiques? Effectivement, si on prend sur les véhicules électriques, on est confronté de plus en plus, c'est lié aussi à l'augmentation du parc de véhicules électriques. Quand tu dis véhicule électrique, tu parles voiture ou tu parles vélo, Ah, bah, c'est intéressant. En fait, trottinette? c'est à la fois les voitures, les vélos, les trottinettes. C'est tout. Aujourd'hui, on a Ok, plus de soucis d'ailleurs avec ok, les trottinettes, parce qu'elles sont nombre important et parce que on est confronté à des matériaux qui sont parfois de moins bonne qualité, des chargeurs qui sont utilisés pour recharger les trottinettes électriques qui sont pas forcément des chargeurs adaptés et qui peuvent occasionner, dans certains cas, des départs d'incendie. chez les particuliers. Chez les particuliers. Ok. Voilà, chez les particuliers, ça peut être dans des immeubles ou ça peut être dans des habitations. Donc je vais surveiller quand je charge ma batterie, quoi. Exactement. Le vélo. Je peux te donner des conseils par Ah rapport bah, à je ça. vais prendre, on va faire ça. Mais en tout cas, du coup, c'est une problématique en fait qui revient du terrain, Ouais. où on nous alerte en disant attention, attention, on a déjà eu un Ça, ou deux feux. ça fait plusieurs cas qu'on a Voilà, ça fait plusieurs sur cas. des départs d'incendie liés à ça. Exactement. Ok. Liés à
un problème de charge ou un problème au niveau de la batterie. Et donc, du coup, il y a un départ d'incendie Et ça, c'est qui ton occasionne. service central qui voit qu'il y a une récurrence d'événements comme ça? Ou même les pompiers, en fait, enfin, j'imagine qu'ils le captent si t'en fais plusieurs dans le Oui, oui, mois ou on dans le capte l'année. assez facilement. Nous, on a un suivi qui s'effectue sur toutes les interventions. Donc, à partir du moment où on a des interventions particulières, on va les garder dans un coin de notre tête et puis on va les identifier aussi. Et quand on a une certaine récurrence, on va pouvoir travailler un petit peu plus dessus. Ok, Et en même temps, on a des remontées aussi du terrain. Ça a été le cas, par exemple, j'ai en tête un feu de voiture électrique dans le garage d'un particulier qui a posé un certain nombre de difficultés, notamment pour être éteint. Et donc, du coup, par rapport à ça, on a eu cette remontée qui a été ouais, faite par le responsable de l'intervention. Et on va travailler derrière avec l'équipe qui est intervenue, avec d'autres équipes qui ont vécu des situations similaires, ok. avec des experts extérieurs. Donc ça peut être des industriels, ça peut être des experts dans le domaine, d'autres départements aussi qui ont été confrontés à la même problématique. Et puis à partir de là, on va rechercher des solutions Donc tu pour réunis pouvoir tout ce intervenir. monde-là ensemble dans une salle. Comment ça se passe ce moment-là où tu réunis toutes Alors ces parties prenantes-là? soit on réunit tout le monde ensemble, ça serait l'idéal, ou alors Ouais, j'allais dire, ça doit être quand même pas si simple à organiser. ouais, c'est Ouais, pas forcément si simple. Ou alors on va collecter des informations. ok, C'est-à-dire qu'on a toute une première phase qui va être la collecte d'infos. Et là, on a plein de moyens pour collecter des informations, à la fois auprès des intervenants, auprès des différentes écoutes radio aussi, puisque les sapeurs-pompiers, on intervient, on est un réseau en fait. ouais, Donc du coup, à chaque fois qu'on va avoir une intervention, on va formaliser un certain nombre d'actions qui vont être réalisées. On va faire remonter ces informations au niveau du centre opérationnel départemental, qui lui va pouvoir définir les moyens à ok, envoyer, les ok, renforts qui seraient nécessaires. ok, Et donc, toutes ces informations, on les collecte. Ça part de la prise d'appel du requérant, c'est-à-dire la personne qui constate l'incendie va appeler le 18. Nous, on va pouvoir réécouter ces informations et ça va nous donner des informations précieuses en fait sur ce qui s'est passé à l'origine, pourquoi on a eu telle et telle problématique. Et donc, du coup, on va pouvoir travailler sur toute cette base de ok. données, travailler sur les remontées aussi qui viennent du terrain, les expertises, etc., pour trouver des solutions. Donc soit on le fait tout le monde réuni autour de la table, C'est l'idéal, mais soit on mm, le fait voilà, à différents moments, ok, différentes séquences. ok. Et du coup, ça doit être hyper riche toute la matière que vous avez pour faire ça. Enfin, du coup, c'est quand même des règles qui demandent du temps, de la profondeur d'analyse. Enfin, je sais pas combien de temps tu vois on met à faire un Rex comme ça, par exemple sur tous ces incidents. Si on reprend l'exemple que tu donnais sur les véhicules électriques, comment tu vois, c'est Alors combien de en temps pour fait, faire un Rex qui est qualitatif et dont vous disons pouvez que sortir des choses? en quantité d'heures cumulées, je serais bien incapable Oui, de oui, te oui. donner. Par contre, ça va durer pendant 2-3 mois. Ok, Parce qu'on va collecter des infos, parce qu'on va questionner, donc on attend des retours aussi d'industriels, parce que nous-mêmes, on va faire des recherches avec notre département, notre groupement logistique, on va faire des recherches sur du matériel complémentaire ok, qui nous permettrait de solutionner par exemple une partie du problème. Donc du coup, en fait, tout ça, mis bout à bout, ça va durer 2-3 mois pour aboutir sur un retour d'expérience qui va être formalisé. Et après, toute la difficulté, tu as évoqué la quantité, la masse mm, d'informations. Ce qu'il nous faut à la fin, c'est pouvoir synthétiser. Parce que ce qu'on veut, c'est que ce retour d'expérience, il puisse être partagé sur tous les intervenants, que l'information soit accessible rapidement. C'est-à-dire qu'en intervention, si on est confronté à une problématique, il faut qu'en 20 secondes, on puisse trouver l'information. Trouver le document qui va nous permettre d'avoir un lien avec une situation similaire qui se serait passée à côté de chez nous ou bien plus loin. Et donc on a peu de temps évidemment pour retrouver cette information. Donc il faut qu'elle soit synthétique et il faut que voilà, en une page recto mm. verso avec des schémas, on puisse expliquer à l'intervenant comment agir au mieux. Attends, du coup, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Donc, déjà, effectivement, il y a la qualité enfin, de l'analyse de la situation et de la synthèse après C'est que ça. vous en faites pour en tirer tout ce qui va être utile pour des cas similaires. Ça, du coup, ce que j'entends, c'est que c'est digitalisé après pour que vous l'ayez après sur place, enfin, en intervention, c'est toujours avec vous, quoi.
cette banque de données-là. C'est ça, on a une banque de données en fait qui est accessible. Maintenant, on travaille beaucoup avec des tablettes, c'est-à-dire Ok. qu'on a une tablette opérationnelle par engin de secours, et sur cette tablette, on Donc va chaque camion pompier, en fait, t'as ta chaque tablette avec... camion, c'est ça. Ok. Alors, c'est variable d'un département à l'autre, hein, puisqu'on a Chez des toi, c'est comme ça. organisations qui sont Ouais. un peu différentes, mais chez nous, c'est comme ça. Et sur cette tablette, on va avoir des outils qui vont aider l'équipage de sapeurs-pompiers à prendre les bonnes décisions, à bien agir en conséquence. Et en même temps, on va avoir des informations complémentaires. Donc une banque de données, une bibliothèque qui nous permettra de récupérer l'information utile si jamais il y avait besoin, si jamais on est confronté à une Et en problématique. intervention, tu as un référent Rex, par exemple, tu as celui où c'est Non, vraiment non, non. tout le monde Tout le en monde, fait est apte, enfin connaît la procédure et sait exactement se c'est ça, servir de tout le ça. monde connaît. Et tu as un exemple où vraiment tu t'es dit, ouais, c'est tellement utile, enfin, j'imagine que c'est utile de manière générale, mais tu vois, où ça t'a frappé particulièrement, le fait d'avoir ça à disposition. Effectivement, des exemples, du coup, il y en a pas mal. Un qui me revient en tête par rapport à la complexité de la situation. Alors, je remets dans le contexte, on est un week-end en plein mois de juillet, donc Ok, fin juillet. Il fait 40 degrés en journée, il fait relativement chaud la nuit. Et là, on est appelé pour une fuite de gaz sur un poids lourd, dont le mode de propulsion, c'est justement le gaz. Donc une fuite de gaz sur un poids lourd qui est stationné, il est 23 heures, dans un parking poids lourd où il y a 120 poids lourds. ok. Donc du coup on arrive avec toute l'équipe et là on constate effectivement que les réservoirs du poids lourd ont une fuite donc, de gaz inflammable. Donc forcément on prend un certain nombre de mesures par rapport à ça. Mais ce qui est intéressant et ce qui est important à ce moment-là, c'est de se dire d'où vient la fuite, quelle en est l'origine, et du coup quel en est le risque, quel est le risque pour l'ensemble des personnes qui sont à proximité, même si on prend les mesures évidemment pour les protéger. Parce que du coup, là, tu es sur un parking qui est plein. Enfin, tu as Mm. beaucoup de monde sur le parking. Enfin, il y a beaucoup de C'est dangers, ça. quoi. C'est ça, on est, donc évidemment on éloigne tout le monde, on met en place des périmètres de sécurité. Et en fait, ce qui va permettre de solutionner cette situation, on fait venir un véhicule risque technologique, donc spécialisé pour les interventions de ce type, avec des experts sapeurs-pompiers, mais qui sont pas forcément, qui n'ont pas été confrontés à cette situation. Et en fait, eux-mêmes vont faire une recherche, Tu veux donc dire assez sur des rapide, fuites de gaz inexpliquées, quoi. sur des fuites de gaz, sur ce type de poids De lourd, véhicules, ok. avec voilà, ce type de réservoir. En fait, on arrive vraiment sur des niveaux de détail Hmm. qui sont extrêmement techniques. Donc on ne peut pas forcément tout connaître instantanément. Comme on est le samedi soir au mois de juillet, c'est assez difficile de contacter le constructeur Ouais. et d'avoir la personne chez le constructeur qui va nous permettre d'apporter des renseignements complémentaires. Et du coup, on va se baser, en fait, l'équipe va rechercher une situation équivalente qui s'est produite dans un autre département 2 ans auparavant, et en fait qui va donner un certain nombre d'éléments pour comprendre la situation. Et on va par exemple découvrir que cette fuite de gaz, elle est liée au fait que le poids lourd il a été stationné pendant plusieurs jours, qu'il fait chaud, que du coup les réservoirs naturellement sont montés progressivement en pression, qu'il n'y a pas eu d'opération de conduite entre-temps, ce qui pose problème sur ce type de véhicule, en l'occurrence. Et donc du coup, on va comprendre l'origine de la fuite, notamment liée à l'ouverture d'une soupape, pour éviter une surpression. Je rentre pas trop dans le technique, mais Ouais. simplement pour expliquer que c'est ce retour d'expérience qui s'est passé quelques années auparavant qui nous permet en fait d'avoir une vision très claire de la situation. Mm. Et du coup de prendre les mesures en fait adéquates, parce que d'autres avant nous ont fait remonter cette problématique et ont réfléchi à la Ok. solution à apporter. Donc là, tu gagnes un temps énorme sur ta Exactement. situation et tu vas directement Directement taper l'essentiel juste et c'est ça. dans l'intervention, C'est quoi. exactement ça. Ok, ok, incroyable. Euh, J'ai une autre question évidemment puisqu'on va parler de ça, c'est sur le management. C'est que tu vois là, tu nous as raconté un dispositif quand même qui est du coup bien cadré, bien processé.
comment on l'accompagne managérialement pour que ça rentre dans la culture des pompiers, puisque ça ne l'était pas avant. Tu nous disais ça date de 2005 à peu près. Euh, et tu évoquais tout à l'heure la culture du chef qui est très prégnante. Comment on fait pour passer de cette culture du chef finalement qui descend beaucoup et qu'on suit de manière très 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 loyale et presque aveugle, tu vois, à une culture du Rex qui prône beaucoup plus l'autonomie et voilà, et la remontée d'informations beaucoup plus spontanée, quoi. Alors en intervention, on a toujours du commandement, c'est-à-dire que là, on va donner des ordres qui vont être des ordres clairs, tout de suite compréhensibles, qui sont Ça, c'est le très mode de courts. management, Ça, intervention. c'est le Ouais. mode de management, voilà, qui change pas, mais parce que derrière chaque ordre, en fait, le binôme, les personnes qui seront en face de nous vont comprendre instantanément quelle va être leur mission. Mm. Donc du coup, ça évolue pas. Par contre, ce qui évolue, c'est le fait de dire, bah, vous avez une problématique après intervention. Donc c'est Vous, hors intervention, tu as un autre management c'est hors ça. intervention en fait. Exactement, on a un autre management et cet autre management, en fait, il va être basé sur je remonte l'information, no blame, c'est-à-dire qu'à aucun moment on va critiquer un sapeur-pompier qui va faire remonter une difficulté. Au contraire, c'est quelque chose qu'on va encourager de telle façon à ce que on puisse trouver collectivement une solution à la difficulté qui a été rencontrée. On veut en fait que en opération, ça soit le plus fluide possible et que le sapeur-pompier qui va intervenir, il ait avec lui les connaissances et les comportements pour s'adapter facilement à la situation. Et donc c'est tout ça qu'on va chercher à développer. Et donc on est vraiment dans une culture de faites-nous remonter vos difficultés, ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas compris, les doutes que vous pouvez avoir. Et collectivement, on va rechercher des solutions à tout ça. Et on va les faire redescendre. Et donc j'imagine que maintenant ils voient les effets et donc c'est l'effet, enfin c'est le cercle vertueux qui s'est mis en place de. Du coup, ça doit générer des remontées d'informations. Et je sais pas, t'étais peut-être pas là au début, mais tu sais comment il y a pu euh, ça a pu se mettre en place, parce que j'imagine au début qu'il y avait des résistances quand même, parce que c'était un changement culturel important. Je sais pas si toi, tu as des infos là-dessus, euh, Ouais, sur alors voilà, il y a eu, il y a eu comment... forcément des résistances parce que c'était un autre mode de fonctionnement en fait. Mm. Par contre, rapidement, les sapeurs-pompiers ont été convaincus parce que ça a permis de trouver des solutions à des problèmes que tout le monde se posait en fait. Donc du coup, il y a eu un vrai avantage à faire ça. Et là où il y a encore des petites résistances qui peuvent être des résistances culturelles, elles sont progressivement levées. Mm. Et les nouvelles générations aussi qui arrivent derrière sont très demandeuses de cette remontée, de récupérer des infos, etc. Donc c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien en fait sur le terrain. Donc aujourd'hui, toi, tu l'accompagnes, mais c'est devenu dans l'ADN des pompiers de faire ça, quoi. C'est ça, c'est devenu dans Ouais. l'ADN. Et au-delà de ça, ce qui est intéressant, je te parlais du fameux livre, le RIM, qui Ouais. était un peu la Bible des Ouais. pompiers pendant 50 ans. Aujourd'hui, et on a parlé aussi de la technologie qui évolue, donc qui nécessite pour nous de nous adapter beaucoup plus rapidement. Du coup, nos procédures opérationnelles, elles s'adaptent aussi beaucoup plus rapidement. Et le rétex, c'est devenu une donnée d'entrée, mais clairement identifiée comme ça. Mm. C'est-à-dire que notre doctrine nationale, la façon dont on va travailler, s'alimente des retours d'expérience. Et on fait évoluer notre doctrine en fonction des différents retours d'expérience qui arrivent. Ok. Donc j'imagine qu'en plus, maintenant, pour les pompiers, tu as une énorme fierté de pouvoir se dire, tiens, j'étais à l'origine de tel ou tel rétex qui permet ça. Oui, bah après, c'est les équipes du terrain qui font remonter. C'est nous, on cherche juste à mettre en lumière Mm. et c'est ce qui se passe partout sur le territoire en fait. Il y a pas une personne qui est au cœur du dispositif en fait. Donc, mais il y a une fierté collective et c'est ce qu'on veut accompagner, c'est-à-dire que le sapeur-pompier qui fait remonter sa problématique, au final, le fait de découvrir quelques mois après que non seulement on l'a pris en compte, on a trouvé des solutions, on communique vis-à-vis de tout le monde, et c'est même utilisé au niveau national, pour lui c'est une immense fierté. Mm. Et c'est là où on voit que le retour d'expérience a un gain inestimable en fait. Ouais. Ok.
Merci déjà pour tout ça, parce que moi je retiens aussi beaucoup la philosophie du no blame. Dans ma précédente interview où j'étais avec Mathilde Pougnan qui dirige les usines chez L'Oréal, elle parlait aussi de cette philosophie-là dans la gestion de crise. Tu vois, pour le post-crise et les enseignements que t'en tires, elle avait mis ça en place. Donc je trouve ça super intéressant et je sais que c'est pas facile à faire. Voilà, mais donc du coup de rappeler ça quoi, de rappeler qu'en fait c'est quand même la clé qui va faire qu'on peut mettre en place ce genre de dispositif. Mm. Sinon ça va être compliqué. Et juste parce que quand on a préparé l'interview, tu m'as fait un petit parallèle avec l'aéronautique. Si tu Oui. peux en parler rapidement, parce que je trouvais que c'était intéressant. Alors, l'aéronautique, en fait, c'est un domaine dans lequel la remontée d'informations et le retour d'expérience, en fait, a toute sa place depuis des années. C'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir un mode de transport qui est relativement sûr, et en tout cas qui est le plus sûr de tous les modes de transport qu'on peut utiliser. Derrière, on m'avait remonté l'exemple d'une grande compagnie aérienne qui avait mis en place évidemment un système de remontée d'informations où le personnel de bord, une hôtesse de l'air, un steward, pouvait faire remonter une problématique qui était rencontrée en vol. Du jour au lendemain, ils ont décidé de changer un peu les procédures et de faire en sorte que cette remontée, elle passe avant par le commandant de bord. Et à partir de là, de ce moment-là, il y a eu une réduction de plus de 50% des remontées d'informations. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu 50% de moins de cas, de problématiques qui ont été rencontrées à bord. Ça veut simplement dire qu'il y a une information qui a été étouffée. Et donc c'est là où il faut être vigilant et il faut faciliter, et c'est le cas aussi à utiliser en entreprise, il faut faciliter une remontée d'informations avec le moins de filtres possible à l'entrée. Oui, parce que là, c'est le fait qu'on mette, alors déjà, finalement, une autre étape dans la boucle de la remontée, et en plus que ce soit la hiérarchie. C'est ça. C'est exactement ça. Du coup, voilà. Donc c'est vraiment, toi, ce que tu prônes, c'est vraiment la remontée libre du terrain, et après, c'est une analyse derrière qui est fouillée et qui est synthétisée, mais en tout cas, à partir de ça, quoi. Oui. Moi, j'ai une dernière question sur ce sujet de rétex, sauf si après tu veux ajouter des choses, Anthony. Mais c'est aujourd'hui, un manager ou une manager d'une entreprise voudrait mettre en place une culture du rétex dans son service, dans son usine, peu importe. Ce serait quoi les quelques conseils que tu donnerais? Le premier conseil, c'est il faut créer une culture de la confiance. En fait, les personnes font remonter des informations si elles se sont en confiance. Donc il faut vraiment qu'il y a cette culture qui soit assez profonde dans l'entreprise et que si elle n'existe pas, il faut déjà la créer. De telle façon, c'est le no blame, de telle façon faire remonter une information et des difficultés qui pourraient être rencontrées sans qu'il y ait un jugement en fait, qui intervienne derrière ça. Et juste ça, je fais une toute petite digression, mais on est d'accord que ce qui fait que ça marche, c'est l'accueil, j'allais dire presque inconditionnel, des remontées d'informations que tu as, parce que dès lors que toi tu vas émettre un jugement, de toute façon c'est sûr que là ça marche pas. Donc c'est surtout ça en fait qui fait que ça marche, c'est ça. Exactement. Si on veut être très concret pour quelqu'un qui va le mettre en place. Ouais. C'est complètement ça. Et surtout que par rapport au jugement, le rétex, en fait, ce qui est intéressant, c'est que on a tendance à se refaire le film assez facilement. C'est-à-dire qu'il y a eu une problématique, tout de suite on va dire c'est de la faute d'un tel, il s'est passé telle et telle chose. La culture du rétex, en fait, c'est de se dire pour quelle raison la personne a agi de cette façon. Et en fait, ça dépend d'un tas de facteurs différents, notamment de facteurs humains. Ça va dépendre du contexte à ce moment-là, ça va dépendre chez nous, par exemple, l'activité opérationnelle. C'est-à-dire que quand on appelle le 18, si à ce moment-là, il y a une charge opérationnelle qui est importante, l'opérateur qui va être en ligne va avoir des facteurs humains qui vont être forcément différents, même si tout ça, ça va avoir tendance à être corrigé parce qu'ils sont entraînés, on les prépare en fait à faire face à ce stress. Donc il y a un certain nombre de facteurs qui vont intervenir. Et ce qui est intéressant pour nous quand on fait un rétex, c'est de comprendre ce qui a emmené telle ou telle personne, individu, à prendre cette décision. Et surtout pas juger en fait, parce qu'on n'était pas à sa place au moment où il a pris la décision. Et dans les conditions X ou Y. Exactement. Ok. Exactement. Et donc du coup, on va chercher par contre à comprendre, et y compris comprendre l'activité humaine, c'est-à-dire pourquoi il a pris cette décision.
et pourquoi il n'a pas fait différemment. Et c'est ça qui va nous permettre en fait d'adapter et de comprendre l'intégralité de la problématique. Et ça, c'est vraiment un état d'esprit à développer en tant que manager, parce que tu vois, là, on s'en parle là à froid, mais je veux dire, quand tu es dans une crise ou post-crise et que les conséquences, je veux dire, ont été par exemple dramatiques, finalement, c'est pas facile de switcher sur cet état C'est ça. d'esprit-là, en fait. C'est ça. Moi, je me rappelle d'un patron un jour. Il y avait eu vraiment une situation de crise, une situation problématique, et le patron m'avait expliqué. Je regarde pas l'histoire. Moi, je me projette dans le futur. L'histoire ne m'intéresse pas. Bah, en fait, quand on dit ça, on n'a pas bien compris justement le fait que si on veut éviter que ça se reproduise dans l'histoire, dans le futur plutôt, il faut le prendre en compte et il faut pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Ouais. Mais en tout cas, en ne cristallisant pas sur une personne à un endroit, Oui, quoi. ouais, Même c'est si ça. j'imagine que les fautes existent, mais enfin, en tout cas, c'est autre chose que cette C'est ça. Alors, dans le retour culture d'expérience, on fait aussi la différence entre une faute Ouais. et une situation qui va amener à un rétexte. C'est important de faire la balance entre les deux. C'est-à-dire que quand il y a une faute, bah, il y a des décisions qui sont prises, des décisions managériales, Des sanctions des disciplinaires, sanctions, ouais. etc. Voilà, c'est la vie normale. Mm. Quand on est sur du retour d'expérience, là, on est plus sur une compréhension collective Ouais. de la problématique qui s'est passée. Donc on différencie vraiment les deux. Et les deux ont besoin d'exister, les deux ont besoin d'être présents. Sauf qu'on ne va pas utiliser ces outils au même Ouais, ouais. moment. Mais du coup, en tant que manager, c'est quand même important de les faire effectivement coexister, mais que ça soit dans des cas bien distincts. Et du coup, C'est ça. j'imagine que ça encourage aussi les pompiers à dire, ouais, là, en fait, je suis en safe place, quoi, pour m'exprimer, Exactement. quoi. Exactement. Ouais. C'est ce qu'on leur explique. Et souvent, quand on commence à questionner pour avoir justement ces données d'entrée, on leur explique tout de suite qu'on n'est pas là pour juger, on Mm. n'était pas à leur place au moment où ça s'est produit. Là, on est là pour vraiment comprendre ce qui a pu amener les différents intervenants à Et ça, prendre tu leur leurs décisions. dis régulièrement. On leur dit, dès le moment où on fait une démarche rétex, à chaque personne qu'on va interviewer, interroger, on va lui expliquer dans quel but on fait ce rétex, quelles sont les valeurs du retour d'expérience et qu'on n'est absolument pas dans le jugement. Et de toute façon, ça c'est une démarche importante parce que tu posais la question par rapport à un manager qui souhaiterait mettre en place, même si la remontée d'informations n'est pas forcément anonymisée, on va essayer au maximum d'anonymiser le retour qui va être fait sur le terrain. Ok. On s'intéresse pas à qui a fait quoi, où ça s'est passé. On va s'intéresser à une situation donnée avec des événements qui sont déroulés, qui ont conduit à Ok. certaines problématiques à traiter. On s'intéresse absolument pas aux individus qui ont abouti à Ça, je ça. trouve que c'est quand même fondamental parce que c'est pas si simple à faire en fait. Enfin, peut-être que pour toi, c'est devenu évident, ou ça l'était peut-être parce que c'est vraiment dans ton ADN managérial à toi. Mais je trouve que c'est quand même pas du tout simple à faire parce qu'on est quand même, je pense qu'il y a beaucoup de managers qui ont ce tropisme et que je comprends Oui, aussi, vu les multiples injonctions qu'ils ont ou qu'elles ont, à finalement à regarder d'où vient la faute, quoi. oui, Donc c'est c'est toujours ça. se remettre dans cet état d'esprit-là que je trouve enfin, qui est vraiment super important quoi, dans tout ce que tu dis. Ouais. Anthony, moi j'ai une dernière question parce que là on s'est dit plein de choses. Si tu devais donner quelques conseils à un manager ou une manager qui voudrait mettre ça en place dans son équipe, dans sa BU, dans son usine, peu importe, cette culture du Rex, qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, je dirais il faut commencer déjà par créer un climat de confiance. C'est-à-dire que le retour d'expérience va de soi uniquement avec la confiance, en fait. Mhm. Le fait d'avoir un climat dans l'entreprise où on ne va pas être jugé et où on va pouvoir communiquer assez librement sur les difficultés qui ont été remontées. La deuxième chose, c'est de bien choisir les personnes qui vont être en charge du retour d'expérience. Parce que justement, s'ils n'ont pas des valeurs qui sont l'ouverture, des valeurs de comprendre la situation, d'être dans l'écoute active, ça va pas fonctionner. Mhm. S'ils sont tout de suite fermés dans le jugement, forcément il va y avoir un blocage et on va pas être dans l'esprit du retour d'expérience. Donc ça c'est important et il faut en même temps que ça soit pris en charge, pris en considération par le top management.
il ne faut pas que ça soit les dernières roues du carrosse. Parce que derrière, forcément, une culture retour d'expérience, ça peut être amené à déstabiliser un petit peu du management intermédiaire. Ça ne doit pas avoir lieu. Mais forcément, à partir du moment où on va Bien commencer sûr, à questionner sur ce qui s'est passé, c'est sûr. ça peut déstabiliser un petit peu. Et donc, du coup, il faut qu'on en soit bien convaincu au niveau du top management, de telle façon à ce que ça soit piloté et que ça redescende correctement. Donc ça, c'est vraiment des points importants. Ensuite, il faut pouvoir communiquer de manière simple, sans travestir la réalité. C'est pour ça qu'on prend souvent une personne qui va porter le retour d'expérience. C'est jamais une personne qui a été concernée par l'événement en question. Tu connais l'expression que ceux qui écrivent l'histoire, c'est les gagnants, c'est les vainqueurs. Mhm. Voilà, on va chercher à avoir quelqu'un d'indépendant pour avoir vraiment une vision la plus Un regard neutre neutre. possible. Et puis ensuite, on va chercher à anonymiser. C'est-à-dire qu'encore une fois, on ne recherche pas des coupables, on ne cherche pas qui, on ne cherche pas où ça s'est passé. On va vraiment se concentrer sur la situation, les points marquants, et donc on va chercher à anonymiser un maximum. Et moi, je me permets, parce qu'avec tout ce que tu m'as entendu, je me dis, et comme je vois dans les organisations les besoins de rédex, cette synthèse aussi, c'est-à-dire fouiller le Rex, comprendre et bien synthétiser. Je sais pas, moi, tu vois, ça fait partie des choses que j'ai retenues Tout quand à tu en fait, parlais pour que ça soit réexploitable après. exactement. Et on puisse capitaliser, parce qu'on parle beaucoup de ça, de la Ouais. capitalisation de savoir dans les boîtes, mais en fait, c'est quand même très compliqué à faire et peu finalement le font. Donc voilà, je pense qu'il y a ce point-là aussi qu'il faut. T'as raison. Non, mais Ouais, t'as complètement raison. Si c'est faire un rapport de 80 pages ouais, c'est que ça. peut-être qu'une ou deux personnes vont lire, ça sert Ouais. à rien en Oui, fait. oui, en fait, t'es démobilisateur Exactement. d'entrée de jeu, quoi. Ok. Ouais. Et il y a un sujet connexe dont j'aimerais bien qu'on parle, c'est la gestion de crise. Notamment aussi parce que nous, chez Elbus, en ce moment, on a sorti pas mal de ressources sur le sujet. Donc ça m'intéresse, toi, d'avoir ton point de vue, d'autant que toi, tu as à la fois géré des crises dans les Mhm. entreprises et évidemment chez les pompiers. Et donc je pense que tu as pas mal de choses à nous en dire. Oui, bien sûr. Tu veux qu'on commence par quoi? Est-ce que tu vois déjà, par exemple, des différences entre la façon dont les crises sont gérées, j'allais dire, dans le privé et chez les pompiers? Alors oui, il y a des différences. La première différence, en fait, elle est forcément structurelle. C'est-à-dire que une crise en entreprise, on n'est pas forcément préparé pour. C'est-à-dire que notre fonction, elle n'est pas de gérer des crises en entreprise. Non, Mais c'est assez exceptionnel en fait. voilà, c'est Enfin, assez on se souhaite que exceptionnel. ce soit très exceptionnel. C'est Ouais, exactement ça. ouais. Nous, chez les pompiers, forcément, notre job, c'est de gérer des crises, Mm. C'est au ton pain final. quotidien, quoi. C'est le Ouais. pain Si quotidien. t'aimes pas, ouais, c'est ça, il faut pas y aller, quoi. À différents niveaux, Ouais, évidemment, à chaque fois, c'est pas la catastrophe, et heureusement ouais. pour la population, mais par contre, on doit pouvoir être prêt à tout moment. C'est-à-dire qu'on va sortir d'ici, malheureusement, il y a un risque d'attentat, il y a Mm. un train qui va dérailler, un crash d'avion, voilà, c'est des choses qu'on souhaite pas, mais il faut qu'on puisse répondre, être prêt, et rapidement mettre en place l'organisation qui permet de solutionner et en tout cas d'intervenir efficacement au bénéfice des victimes. Donc ça, c'est vraiment le mode de fonctionnement des sapeurs-pompiers et ça veut dire qu'il faut développer cette capacité d'adaptation. En entreprise, on se prépare nettement moins. Souvent, on a tendance à se rassurer avec des documents, des plans de continuité de service, des plans de continuité Mm. d'activité qui sont des documents qui sont importants, mais il ne faut pas que ça soit le document qui a été fait par le responsable QHSE, par exemple, qui va bosser parce que c'est un client qui va demander Mm. également de préparer, et au final d'avoir un sujet qui ne va pas être porté par le collectif, qui ne va pas être porté par le Ouais. management. Ouais, parce que souvent, c'est travailler seul, en fait. Enfin, C'est par la ça. personne qui est en charge d'eux, quoi. Et Ouais. si jamais il y a une crise qui arrive dans l'entreprise, après tout le monde est perdu. Mm. Donc du coup, les clés, je dirais, qui sont à développer dans le monde de l'entreprise, c'est de développer cette capacité d'adaptation. C'est-à-dire que c'est bien de s'appuyer sur des documents, c'est bien de s'appuyer sur des exemples de scénarios, mais il faut aussi se mettre souvent en entraînement, souvent en marche, de telle façon à pouvoir tester Mm. différents types de crises auxquelles on n'est pas forcément préparé. Et tu vas nous raconter ce que tu fais chez les pompiers, parce que j'imagine que du coup, toi,
sur ça, sur le dispositif de préparation à la gestion de crise protéiforme, c'est quelque chose qui est très très important et que vous faites quotidiennement chez les pompiers. Mais juste avant qu'on passe à ça, moi j'ai une question, c'est est-ce que tu as déjà vécu une crise quand tu étais en entreprise qui t'a complètement surpris et qui t'a fait te dire waouh, on était vraiment pas prêt quoi. Oh, ça m'est arrivé plusieurs fois en fait. C'est pas forcément des grosses crises, hein. C'est des choses. Une crise en fait, c'est un moment où l'organisation va être déstabilisée et on va pendant un certain laps de temps ne pas être en capacité de répondre rapidement pour corriger le problème. Une crise, c'est vraiment ça. Sinon, c'est une problématique Mm. ponctuelle. On a le problème, on a la solution, on la met en place et on résout. La crise, c'est vraiment pendant une période, et toute l'organisation est déstabilisée. Donc oui, ça m'est arrivé dans le monde de l'entreprise. Et justement, ce qui est important dans les cas-là, c'est de réussir à prendre un maximum de recul et à structurer. Et je l'ai vu finalement, les méthodologies qu'on utilise dans le milieu des sapeurs-pompiers, il y a un certain nombre de méthodes. Il y a des méthodes qu'on peut tout à fait transposer Mm. au domaine de Et est-ce l'entreprise. que tu peux du coup nous exposer cette méthode-là? Bah, dans le milieu des sapeurs-pompiers, en fait, quand on a une catastrophe qui va arriver, on a forcément le premier intervenant. C'est donc dans l'entreprise, on va voir la même chose. Premier intervenant, il est face à une grande catastrophe, il est tout seul, c'est le premier véhicule chez nous qui va arriver. Lui, il va avoir des éléments réflexes en fait, une méthodologie réflexe où il va se concentrer déjà sur les sauvetages. Mm. Chez les pompiers, c'est évidemment notre priorité. Donc il va se concentrer sur les individus, sur éviter un risque de suraccident qui pourrait se produire, et puis très rapidement demander du renfort et demander le juste niveau de renfort. Et au fur et à mesure, en fait, l'organisation va se structurer avec une chaîne de commandement qui va se mettre en place, qui va être sur différents niveaux, avec un poste de commandement qui va se créer où tout va être structuré. C'est-à-dire que dans un poste de commandement sapeur-pompier, on va retrouver le chef qui va coordonner vraiment l'ensemble. Et puis on va retrouver des fonctions clés dans ce poste de Mm. commandement, comme une fonction renseignement, quelqu'un qui va récupérer de l'information du terrain, qui va la trier, l'analyser. Une fonction moyen, c'est logistique en fait, qui va coordonner tous les engins qui vont arriver, toute la demande de renfort aussi qui va se structurer. Donc ça, en entreprise, on a besoin de cette fonction logistique qui va apporter de la souplesse, qui va Et, apporter de et l'huile. du coup, j'ai une question. Chez les pompiers, chacun est affilié à un rôle qui garde à chaque intervention, ou c'est des rôles qui sont interchangeables? Non, c'est des rôles qui sont interchangeables. On va pas C'est-à-dire forcément. que j'ai posé des questions Ouais, naïves, ouais, hein, parce non, non, que mais pas de voilà, j'ai souci. pas encore fait mon stage en caserne, mais tu pars J'ai le contrat, je vais finir réserviste chez les pompier pompiers volontaire. Ouais. de Compiègne. Euh, du coup, tu pars en intervention sur une situation, alors je vais dire de crise, mais on va dire d'une crise d'une ampleur importante, je sais pas, un incendie, je dis n'importe quoi. Mhm. Euh, comment on sait qui a quel rôle? Tu vois, comment se répartissent les rôles dans l'instant? En fait, les rôles se répartissent. Il y a toujours un chef, c'est-à-dire que ça, c'est un élément clé, ce qu'on appelle chez nous le COS, commandant des Ok. opérations de secours. Le premier engin qui arrive, le premier véhicule qui arrive sur l'intervention, le chef de ce véhicule, c'est le chef de l'intervention. Et au fur et à mesure, il va transmettre cette fonction de commandant des opérations de secours à l'échelon supérieur qui arrive. Après, on a un avantage, c'est qu'on a tout un tas de signaux qui permettent d'identifier qui est le chef. On a des casques d'une couleur différente, Hmm. on a des chasubles d'une couleur différente, mais chose importante, c'est que chaque nouveau chef qui va arriver et qui va prendre le commandement va informer toute la chaîne. C'est-à-dire qu'il va prendre sa radio et puis il va prévenir ou il va regrouper tous les responsables qui sont déjà présents. Et puis il va clairement annoncer comme quoi je prends le commandement de l'opération de Hmm. secours.
Donc, du coup, on sait qu'on a un seul référent. Ça, c'est un point important, c'est qu'en entreprise, souvent, des fois, c'est un peu le bazar. Chacun va partir dans Oui. des sens qui peuvent être différents. Il y a ordre et contre-ordre, Mm. etc. Nous, en fait, c'est très structuré où on sait qu'on a un chef. Et c'est cette répartition des rôles qui est clé en amont, quoi. C'est-à-dire que Exactement. du coup, après, l'action se distribue naturellement. Exactement, Euh, l'action se distribue et chose importante, c'est que pareil, on va avoir des chasubles, c'est-à-dire que la fonction moyen, la fonction renseignement va avoir un chasuble bien particulier, bien identifié, où on va savoir que c'est telle personne qui va avoir un canal, donc un canal radio sur les radios qu'on peut utiliser, qui va être bien spécifique, bien identifié. Donc en fait, tout est très structuré hmm. mais c'est suffisamment structuré pour s'adapter à tout type de situation. En fait, c'est ça qui est important. C'est qu'il y a une méthodologie qui permet de Qui s'adapter à marche à tous les toute coups. situation. Exactement. Et tu vois, si je suis ça en entreprise, qu'est-ce qui pourrait être dupliqué? Parce que du coup, ce que tu dis, c'est d'avoir... Ce qu'il faudrait, c'est un référent d'intervention, donc l'équivalent d'un commandant d'intervention qui soit défini. Comme ça, spontanément, moi, je dirais que ça va être le hiérarchique, mais en fait, c'est pas forcément... Alors, c'est Ça se passe intéressant pas parce que ça naturellement. c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que, il faut qu'au final, il y ait un décideur. Le décideur, oui, ça sera le hiérarchique. Mais le décideur n'est pas forcément le responsable de Mm. l'intervention. C'est-à-dire que c'est intéressant que le décideur, il puisse avoir un niveau de recul qui soit maximum, Ouais. parce qu'il a plein d'autres choses à prendre en compte. Il a la dimension médiatique, la dimension politique, il va avoir une dimension économique, Mm. il va devoir penser... Beaucoup plus en recul, en fait, que dans le chaud Exactement. de l'opération, quoi. C'est ça. Ok. Par contre, qu'on ait une structure qui soit présente, qui soit bien cadencée avec des postes clairement identifiés, ça c'est indispensable. Et comment ça se prépare ou comment ça pourrait se préparer, je parlais au conditionnel, dans les boîtes, tu penses? La clé, c'est à la fois évidemment de la formation sur euh, pouvoir occuper différentes fonctions. Et ce qu'on Mm. attend d'une personne qui va s'occuper de la logistique, Mm. d'une personne qui va s'occuper de la communication. On a des fonctions aussi qui sont assez intéressantes chez les sapeurs-pompiers. Quand on a une catastrophe, on va avoir des fonctions, une fonction anticipation par exemple. Cette personne-là, c'est un peu un profiler, si tu veux. Mm. C'est-à-dire qu'elle est responsable et elle doit réfléchir à comment peut évoluer la catastrophe dans 3 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures, sur la création en fait, de scénarios, d'évolution, comme si on se faisait un film, si tu veux, en étant relativement libre. Et il va proposer un certain nombre de scénarios, un certain nombre de films, si tu veux, qui peuvent se produire de telle façon à ce que le chef au-dessus, Mm. avec son recul, puisse comprendre ce qui peut se passer et puisse dire, OK, par rapport à ce que j'ai vu moi sur le terrain, c'est ce scénario qui me paraît le plus probable. Donc tu vas continuer à travailler sur, voilà, dans 6 heures, dans 8 heures, quelle va être la situation, quelles vont être les Ok. problématiques Ok. qu'on rencontre. Parce qu'au final, on s'aperçoit aussi que une crise, elle peut en emmener d'autres. Si tu prends la crise sanitaire euh, Covid, Ouais, derrière, il y a eu d'autres implications sur la géopolitique mondiale, il y a eu des implications sur l'économie mondiale, bien sûr. ça a entraîné une crise immobilière, Mm. etc. Mm. Donc c'est tout un tas d'événements en fait qui ont découlé d'une situation initiale. Et c'est important d'avoir aussi quelqu'un qui se pose, qui prend le temps et qui a juste cette fonction de pouvoir comprendre comment on va pouvoir se projeter dans les jours à venir, si on est dans le cadre d'une Ouais. entreprise, ou dans les mois à venir. Ouais, donc effectivement, ça peut pas être la même personne qui est en train d'être sur le C'est ça. terrain à ce moment-là. Donc soit ce que tu conseilles, c'est de faire des simulations. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut être accompagné. Tu vois, la dernière interview, c'était chez L'Oréal. En l'occurrence, ils sont très accompagnés pour la gestion de crise. Je crois que c'est quasiment mensuel, tu vois, la fréquence d'entraînement. Mais c'est pas le cas partout. Donc il y a sûrement, en tout cas, soit créer son dispositif à soi, mais je pense que c'est bien d'être accompagné par des experts et de travailler sur ces rôles-là. Et probablement aussi qui est capable de le faire. Parce que Mathilde Pougnan, la dernière fois, me disait, en fait, il y a des individus qui vont être très compétents, mais Exactement. en crise, c'est pas sur eux on va compter. Et en revanche, tu as des personnes qui vont se révéler dans la crise. Donc je pense que chez les pompiers, en l'occurrence, ça doit pas être le cas, puisque j'imagine que tout le monde est quand même apte, enfin, ouais, apte à gérer une crise.
Mais dans l'entreprise, il y a cette dimension-là aussi à prendre en compte que c'est pas forcément les gens sur qui on s'appuie au quotidien, quoi. C'est que au final, dans l'entreprise, on va avoir, en situation de crise, on va gérer un stress qui va être forcément différent. Il y a différentes phases de stress, il y a différents niveaux de stress. Il y a du stress qui est positif, il y a du stress qui, au contraire, va faire en sorte que la personne, Mm. malgré toutes ses compétences, elle va se renfermer, elle va se bloquer, elle va prendre des décisions qui vont être plus du tout en phase avec une certaine lucidité. Donc du coup, ça, c'est à la fois quelque chose qui peut se travailler, mais c'est aussi quelque chose qui va nécessiter de définir les bonnes personnes adaptées à la gestion de crise en Mm. entreprise. Et tu parlais de lien hiérarchique, c'est pas forcément le hiérarchique en fait Oui, c'est ça. qui va avoir cette capacité de C'est gérer une l'aptitude crise. de chacun sous stress, en fait. Exactement. Ok. Et la gestion du stress, en fait, elle est clé, y compris, pour te dire, nous, dans le cadre de nos formations au niveau des sapeurs-pompiers, on est aussi suivi, y compris par des psychologues, lorsqu'on a ces Mm. exercices, de telle façon à ce qu'ils puissent nous accompagner sur des réactions qui peuvent avoir lieu, sur comprendre, en fait, le mécanisme et le facteur humain, au final, qui te font gérer une intervention en toute lucidité. Ah oui, donc tu as ça en amont. Enfin, dans vos préparations quotidiennes, je trouve que c'est un volet aussi qui est important. Tu as presque, j'entends, des préparateurs mentaux, en fait. C'est ça? Enfin, je C'est sais pas, ou ça. des Alors, psys, c'est pas dans la préparation je sais quotidienne, mais pas c'est dans la exactement formation. quelle est la frontière, mais C'est ça. ça fait partie du dispositif en hygiène aussi, pareil, quotidienne ou hebdo ou mensuelle, je sais pas, d'avoir ça. Et ça, je pense qu'en fait, tu vois, dans les entreprises, je suis pas sûre qu'il y ait ça. Tu vois, cette dimension de comment on réagit sous stress, quoi. Oui. Souvent, tu vas avoir cet accompagnement a posteriori, c'est-à-dire qu'une fois que le choc est arrivé, comment on le gère, on vit avec si l'événement a été difficile. Et je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup en amont. Non, non, en entreprise, je te le confirme, il y a relativement peu d'entraînement, de préparation à ce niveau-là. Et c'est dommage parce que, au final, le fait d'être préparé, ça apprend aussi à se connaître Ouais, soi-même. ouais, bien sûr. C'est-à-dire que quand on est confronté à une crise pour la première fois, on ne sait pas exactement comment on va réagir. Et moi, j'ai déjà vu des personnes qui avaient un sang-froid par temps calme et qui, par mer agitée, Hmm. perdaient complètement leurs moyens. Par-dessus bord, quoi. Hop, on saute. Exactement. Et y compris quand ils ont des situations ou un positionnement managérial, ça peut avoir un impact qui est catastrophique. C'est-à-dire que on est là et on voit son chef au-dessus paniquer. Bah forcément, toute l'organisation en dessous va complètement se déliter en fait. Bien sûr, ok. Il y a d'autres éléments que tu as envie de partager qui seraient duplicables au monde de l'entreprise? Il y a un point en fait qu'on peut dupliquer, mais qui dans le contexte de l'entreprise est parfois négligé en gestion de crise et qui doit vraiment être pris en compte, c'est la communication. La communication qui va être faite aux équipes et la communication qui va être faite d'une manière globale. Si la crise elle a une portée médiatique, en Hmm. fait, il va falloir pouvoir la structurer. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui vont euh, mettre en place un plan d'action qui va être concret, qui va être cohérent, etc. Si jamais la communication qui est faite au niveau médiatique est inexistante ou qu'elle n'est pas adaptée, on va avoir la même conséquence, c'est que ça va être la catastrophe, en Hmm. fait. Et une crise va entraîner une seconde crise. Donc c'est important, en fait, de bien structurer la communication et d'avoir une communication qui est adaptée. Et on a différentes phases, en fait. On a la phase quand la crise vient d'arriver, où là, on va passer un certain nombre de messages. On a une phase quand la crise, on a mis tous les moyens de l'entreprise pour solutionner la crise et que voilà, on est en train de traiter les différentes problématiques. Et puis, il y a une phase de communication pour dire la crise, elle est terminée, elle est derrière nous. On prend en compte un certain nombre d'enseignements, et puis voilà, on passe Hmm. à une nouvelle phase de développement. Et ces phases-là en entreprise sont pas forcément toujours correctement Respecté respectées. et Ouais. suivi, quoi. Et tu vois, juste je rebondis là-dessus. Quand tu es dans la crise, du coup, ce que j'entends, et ce qui me semble assez logique, c'est que la personne qui va être responsable des opérations, donc je parle pas du décideur, je parle vraiment de la personne qui est Mhm. sur Oui, les mains dedans, quoi, va du coup avoir une communication aussi, j'imagine, assez top-down. Et il y a un truc assez militaire, quoi. J'imagine qu'il ressemble un peu à ce que tu racontais de surintervention.
où tu as un management qui est voilà, directif. Sur un J'imagine ouais. que c'est assez nécessaire aussi en temps de crise et que du coup, il faut se créer cette autorisation en tant que celui qui gère la crise, d'avoir ce mode de management et de communication avec son équipe. Alors, faut être vigilant, c'est-à-dire que ce qu'on peut faire chez les sapeurs-pompiers, où effectivement on a Mm. ce management, ce commandement en fait, parce Très vertical en très fait. Mm. vertical, mais qui fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on a des remontées d'informations du terrain Mm. qui sont extrêmement structurées, et puis on a des descentes qui vont être structurées. Donc un cadre qui est proche du cadre militaire, hein, des ordres qui vont être donnés. Ça, on ne peut pas forcément toujours le dupliquer en entreprise. Il faut être vigilant. Pourquoi? Parce que dans le milieu de l'entreprise, les personnes ne sont pas préparées à ce cadre-là. C'est-à-dire que si jamais on va, et c'est le facteur humain en fait, si jamais on va être directif Mm. avec des personnes qui peuvent perdre leurs moyens en étant sous un cadre directif, ben, on va entraîner un phénomène inverse. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va les perdre. Mm. Donc en entreprise, c'est plus compliqué du coup. C'est qu'il va falloir vraiment s'adapter à la situation et rassurer en fait. Ça, c'est important. Donc je dirais qu'en entreprise, ce qu'on va rajouter par rapport au milieu des sapeurs-pompiers, c'est qu'on va chercher à donner beaucoup de sens à l'action qui est réalisée. Mm. Chez les sapeurs-pompiers, c'est notre métier, la crise, donc on est préparé. Donc le sens, en fait, on le connaît parce que Ouais. au quotidien, on va se préparer. Dans l'entreprise, quand on est en situation de crise, on n'est pas préparé à ça. Donc il faut qu'on puisse nous apporter des éléments de lecture, des clés de Mm. lecture Ouais. qui nous permettent de comprendre où on est et comment on en sort. Et pas trop contrasté avec aussi ce qui se passe en temps normal, parce que sinon c'est là que tu perds les gens. Oui, Mais c'est vrai que quand aussi. je pensais à ça, je pensais avec ceux qui sont dans la cellule de crise, tu vois, d'avoir ce management-là, en fait, de dire quand on sera en crise, ne pas être étonné qu'il y ait un management qui soit, enfin, Ouais, des directives de manière peut-être plus autoritaire. Mais là où tu as raison, c'est pour la personne qui va être en gestion de la crise, euh, avoir un management qui soit une directive. Voilà, et c'est d'où l'intérêt de l'entraînement en amont, de mhm, s'être dit que ça allait être une des nécessités pour gérer la crise, d'avoir ce management-là, parce qu'il faut être rapide. Euh, et par contre, pour tous ceux qui subissent la crise mais qui ne sont pas dans la gestion, avoir une communication effectivement qui soit adaptée et qui rassure, comme tu dis, avec les bons éléments de langage et qui contraste pas forcément avec ce dont ils ont l'habitude, quoi, pour pas les perdre encore plus c'est davantage. ça, Ouais. c'est exactement ça. C'est-à-dire que la cellule de crise, on doit être, sans parler d'être systématiquement directif, mais en tout cas, ça doit être une règle, ça doit être des procédures qui sont directes, qui sont relativement carrées, concises, qui sont structurées. Donc, de telle façon, ce qui est le moins possible de place pour l'interprétation, mais qu'on puisse tout de suite comprendre quelle est la situation, Ouais. où on va, ce qu'on veut amener. Voilà, il faut que ça soit clair. Du coup, ça, c'est la cellule de crise. Et derrière, sur la partie terrain, on va dire, où là, il faut que la communication ait du sens, parce que les personnes ne sont pas entraînées, ne sont pas préparées Ouais. à faire face à une crise et à gérer une crise. Du coup, j'aimerais bien qu'on parle maintenant de ton parcours de manager, parce que tu nous as dit il est hyper riche, tu as eu plein d'expériences dans un groupe de distribution, dans la logistique, dans plusieurs pays, et maintenant évidemment chez les pompiers. Moi, j'ai une première question, c'est est-ce qu'il y a un événement marquant qui a influencé ta façon de manager dans ta carrière? Ce qui a influencé ma façon de manager, tout d'abord, c'est les mentors que j'ai pu avoir. Donc j'en ai eu plusieurs, notamment en commençant dans mon premier job. C'est eux qui m'ont appris le management, c'est eux qui m'ont accompagné, qui m'ont pris sous leur aile aussi, de telle façon à montrer un certain nombre de choses, à me mettre aussi en situation de vivre par moi-même les expériences. Donc ça, c'est important et j'ai eu vraiment la chance en début de carrière d'être bien entouré, bien accompagné. Et on t'a fait confiance. On m'a fait Ouais. confiance. Ouais. On m'a fait confiance, on m'a donné carte blanche, on m'a appuyé aussi. Et puis on m'a donné des garanties, si tu veux. C'est-à-dire que quand tu es en situation managériale, ce qui est très important, c'est de savoir que au-dessus, ton chef, il va t'appuyer.
Il va t'orienter, il va t'aiguiller, c'est son rôle, mais il va aussi t'appuyer, te protéger. Et quand tu as cette situation qui se déroule, tu travailles en confiance. On est très sur la confiance en fait. Et tu travailles sur la confiance et à partir de là, tu peux dérouler et tu peux aller au bout du monde. Et Donc donc ça, toi, c'était, t'as eu ça très tôt. j'ai eu ça très tôt. Et Ouais, du j'ai eu coup, la chance c'est quelque d'avoir. chose que tu dupliques Et aujourd'hui? c'est quelque chose que je cherche à dupliquer auprès des jeunes générations qui vont Ouais. arriver et des jeunes diplômés. J'ai vu aussi des situations où on pouvait prendre des jeunes diplômés, par exemple, comme de la chair à canon. Mm. C'est terrible parce que c'est terrible pour eux, pour toute leur carrière, pour leur histoire, de démarrer dans la vie avec des situations qui sont compliquées ou un manque d'accompagnement. Donc moi, je suis très vigilant à faire en sorte de pouvoir accompagner au mieux les jeunes générations au D'être même toi-même titre, mentor. Mm. exactement. Enfin, j'espère en tout Ouais, cas, mais ouais, au ouais. même titre que on m'a bien accompagné en Ok, arrivant dans le milieu. ok. Donc ça, c'est vraiment le premier événement marquant. Après, le deuxième événement marquant que j'ai en tête, ça a été pareil assez tôt dans les premières années, une situation où euh, j'étais un peu pompier entre guillemets dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait une T'étais à pompier difficulté, avant d'arriver voilà, chez les c'est pompiers, ça, c'est ça, hein. mais dans un cadre qui était Mm. totalement différent, où quand il y avait des difficultés, on disait ok, on va faire appel à Anthony. Et puis on avait tendance à m'envoyer des ballons. Et au bout d'un moment, tu prends, j'avais du mal à dire non. Et ça aussi, ça s'apprend finalement, ça se Ouais. découvre. Et au bout d'un moment, quand tu as trop de ballons, tu commences à laisser tomber. Et tu as les ballons qui vont tomber par terre. Et donc j'ai vécu un moment où j'ai eu un épuisement professionnel qui heureusement n'a pas duré très longtemps, mais qui a été un moment aussi clé, je dirais, de ma carrière, de telle façon à prendre conscience d'un certain nombre de choses. Prendre conscience que l'exigence que je m'imposais moi-même, et du coup que j'imposais aussi parfois aux autres, n'était pas forcément justifiée. Donc il fallait savoir prendre du recul, qu'il fallait savoir gérer aussi les priorités. Donc c'est toujours la question entre ce qui est urgent, ce qui est important, ce qui n'est pas du tout deux thématiques et Ouais. deux points qui sont différents. Et tout ça, ça m'a permis de grandir en fait. Mm. Et ça m'a permis aussi sur toute la suite de la carrière de travailler beaucoup plus sur le collectif, de faire en sorte de créer une ambiance collective qui soit une ambiance propice à avancer ensemble et d'être vigilant aussi pour que ce sentiment d'épuisement, on ne le retrouve pas sur des membres de mon équipe. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel je suis vigilant. Vu que je l'ai vécu moi-même, c'est que la situation ne puisse pas se reproduire sur l'équipe Et qu'elle ne t'arrive pas à toi à et nouveau, qu'elle ne j'imagine. m'arrive pas à moi. L'avantage, c'est que quand tu vis une situation, si tu arrives à en tirer les enseignements, Mm. du coup, tu arrives à trouver aussi les parades. Et c'est quoi les parades aujourd'hui à ça, au fait de... Comment on dit non? Bah, pour pas revivre ça, c'est travailler sur le collectif. Ça, c'est important. Faire en sorte qu'on ait une ambiance de travail et une cohésion du collectif qui fait en sorte que chacun appuie l'autre et qu'on arrive à avancer et progresser Mm. finalement tous ensemble. Ça, c'est vraiment un point important pour que si un individu du collectif est plus en difficulté, que le collectif en fait vienne Compenser entre ça. guillemets à son secours et en appui pour faire en sorte que ça fonctionne bien. Et juste, je fais une petite pause là-dessus. Oui. Ton équipe, elle a conscience que c'est cette dynamique-là que tu mets en place, ou c'est quelque chose que tu fais de manière presque intuitive et que t'as pas verbalisé avec eux? C'est pas forcément quelque chose qu'on verbalise ensemble. Par contre, j'espère que dans le quotidien, c'est C'est ce que je vé- démontre aussi c'est vécu, quoi. Ouais. et c'est ce qui est vécu. Mais bon, c'est à mon équipe, il faudrait poser C'est finalement vrai, il faudrait la que je leur question. demande. Je vais aller à la Exactement. caserne, je vais leur poser la question. Par contre, moi, c'est un point qui est important, c'est-à-dire d'avoir aussi le retour sur le management en fait, qu'on peut mettre en place. Ouais. Une des questions, il n'y a pas très longtemps, par exemple, dans mon équipe, ce qui est assez novateur, enfin, ce qui est assez innovant, je dirais, dans le milieu des sapeurs-pompiers, qui est un milieu de commandement assez strict, c'est que finalement, je leur ai demandé aussi de se positionner et je leur ai demandé qu'est-ce que vous pensez de votre chef, Mm. euh, Toi, en ouais, en l'occurrence? Ouais. l'occurrence,
et puis de toute la ligne Ouais, hiérarchique. ok. De quoi vous avez besoin? Est-ce qu'on est suffisamment à votre écoute? Qu'est-ce qu'on peut améliorer selon vous? Et en fait, c'est très important d'avoir le retour qui vienne Mm. du terrain. Au même titre que je suis exigeant vis-à-vis de mon équipe, j'attends d'eux qu'ils soient exigeants vis-à-vis de moi Mm. Et qu'ils te le disent. et qu'ils me le disent. Et donc ça, c'est un point qui me paraît essentiel en fait, si on veut que ce traitement, ce collectif puisse bien fonctionner. Et alors, ils ont été honnêtes? Ils se sont lâchés ou pas sur le... Ils ont été honnêtes, ouais, ils ont Ouais, remonté pas mal de choses. Donc du coup, je leur ai fait aussi une restitution par rapport à ça, sur tous les domaines qui étaient abordés. C'était pas, il n'y avait pas seulement ça. Mais par contre, je leur ai fait une restitution clairement et j'ai pris en compte leur remontée pour améliorer. et il y a des choses sur lesquelles tu as des angles morts? Ou- Les angles morts, si, il y en a toujours des Hum. choses sur lesquelles Il y en on a peut que s'améliorer. tu peux partager ou c'est... Non, 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 on peut tout partager, il y a pas de point tabou. Le fait d'être plus présent sur le terrain, par exemple, plus Ok. présent auprès d'eux, Ça, ça ils c'est te l'ont un demandé. des points, Ok. exactement. Et C'est tu un des pensais points l'être qui était déjà remonté. pas mal, c'est ça? Pardon? Tu pensais l'être déjà pas mal et tu as découvert qu'ils avaient Je encore plus je besoin? pensais l'être pas mal et j'ai découvert Ok. effectivement Ok, donc super intéressant. qu'ils avaient un besoin supplémentaire, que je puisse intervenir à différents moments de la vie de la caserne Ok. et que je puisse partager à la fois plus de temps collectif, plus de temps individuel. Donc ça, c'est vraiment une remontée qui est intervenue de la part du terrain. Donc du coup, bah voilà, maintenant j'ai un plan d'action que je me suis mis par rapport à ça euh, pour, euh, pour avancer et pour Ok. donner satisfaction. Et du coup, je t'ai emmené dans une digression, mais du coup, si je reviens aux parades, t'en as d'autres pour aujourd'hui bah, te préserver et préserver ton équipe? Après, il faut vraiment avoir une vie, un équilibre, vie privée, vie professionnelle qui est important. Quand on est dans des situations, et forcément sur notre vie professionnelle, on a des moments où on est sous pression, des moments où on va être focalisé sur Hmm. l'aspect professionnel. Il faut être vigilant d'avoir toujours une petite bouée à côté sur sa vie perso. Ça peut être une passion, ça peut être Hmm. la famille, ça peut être les voyages, ça peut être tout un tas de choses, mais qui nous permet en fait de, à un certain moment, prendre du recul. Et Hmm. donc ça, c'est vraiment important. Donc ça, t'arrives à préserver ces moments-là. Ça, j'arrive, c'est sanctuarisé en fait. Hmm. Il faut que ça soit sanctuarisé, même si ça va pouvoir se décaler dans le temps, même si par moment, forcément, le professionnel va prendre le dessus. Hmm. Il faut toujours que l'aspect et cet équilibre soient préservés. Hmm. Ok. C'est important aussi pour être efficace au niveau du travail. Il faut qu'on ait Hmm. tout le temps ce bon niveau euh, de justesse en fait et de sang-froid quand on aborde les problématiques. Et si je reviens tout à l'heure, tu nous disais qu'à un moment, tu as fait un épuisement professionnel. Mhm. Comment on s'en sort de ça? Parce que ça peut nous mettre quand même assez à plat, enfin, pour connaître aussi des gens à qui c'est arrivé. Il y en a de plus en plus d'ailleurs dans les organisations. Toi, comment, si tu es d'accord d'en parler, comment t'es remonté à la surface, on va dire? Bon, là-dessus, je suis remonté en... il y a le collectif en fait qui aide beaucoup pour se remettre en selle, on va dire. Déjà, tu avais un collectif, toi, tu étais dans un collectif qui Oui, était plutôt ouais, j'étais dans bienveillant. un collectif qui était plutôt bienveillant et donc ça s'est fait assez naturellement en fait. Euh, et puis, euh, et puis on reprend confiance aussi en soi. Et puis voilà, on avance et on progresse avec tous les garde-fous qu'on a évoqués juste avant. Et c'est ça qui permet de se reconstruire et d'avancer en fait par la suite. Mais en tout cas, du coup, toi, il y a eu un avant-après dont tu as tiré beaucoup de bénéfices, quoi. Exactement. Ouais, Ouais, et c'est qui ça. teinte aujourd'hui tout ton management. Parce que tu aurais pu dire, non, attends, moi, j'y vais plus là. C'est ça. Non, tu vois, je Non, mais change de ça branche m'a donné, et ouais. en fait, ça m'a donné envie de continuer dans le management. Et par contre, je pars vraiment du principe où dans chaque expérience, on a énormément de choses qu'on peut en tirer. Même des expériences qui sont difficiles, des Ouais. expériences qui peuvent être parfois trop traumatiques, hein. On a quand même des choses qui peuvent nous permettre d'avancer. Et c'est important de réussir, c'est un peu la culture du rétex au final, hein. On Pour en soi, revient en toujours à fait. ça, mais pour Ouais, soi. ouais. C'est-à-dire que c'est important, à froid, de se poser et puis de se dire, bon bah voilà, qu'est-ce qui là n'a pas fonctionné, comment on Mm. peut faire la prochaine fois. Et il faut avoir aussi l'humilité de se dire qu'on n'est pas infaillible,
la capacité à savoir se remettre en question, ça c'est hyper important. Et c'est un des axes de management que je garde en tête, le fait de savoir se remettre en question pour s'améliorer, pour progresser. Ouais. Donc c'est un truc, c'est une discipline que Ouais, tu complètement. t'imposes encore Je aujourd'hui. m'impose Encore quotidiennement, aujourd'hui. sans aucun doute. Et est-ce qu'il y a un échec qui t'a particulièrement marqué? Alors, pas forcément, c'est pas forcément un échec, mais c'est une situation Oui, en tout cas évidemment, qui. l'échec, c'est, je te le dis comme ça, mais c'est selon comment on le regarde. Mais Oui, voilà, une oui, oui. situation Mais difficile. c'est une situation difficile, et si, au final, c'est quand même un point qui clairement aurait pu être amélioré. Je me souviens, un jour, je suis intervenu pour une mission de plusieurs mois, dans un contexte très compliqué. C'était un peu, alors pas une mission kamikaze, mais c'était une mission qui comportait pas mal de difficultés, où il fallait à la fois retravailler sur une business unit qui perdait de l'argent, sur lesquels il y avait des malversations qui pouvaient intervenir à différents niveaux, sur lesquels il y avait un climat social qui était compliqué, et dans le même temps, qui était en phase de croissance, en phase de développement. Donc du coup, avec beaucoup d'activités qui venaient arriver et qui venaient à se développer. Et en fait, là où ça m'a marqué, où j'ai pas été suffisamment bon, c'est que je me suis concentré sur les difficultés. J'ai pu travailler sur un plan à 3 ans pour résoudre chaque difficulté en les priorisant. Un plan qui était plutôt bien ficelé. Par contre, ce qui manquait, donc le sens était donné aussi auprès de mon équipe, mais ce qui manquait, c'était de bien préparer l'appui managérial qui vient du niveau supra. En fait, j'avais préparé le niveau infra, il n'y avait pas de souci. Le niveau supra, je l'avais pas suffisamment conditionné, accompagné également. Quand tu dis supra, c'est vraiment au-dessus. Exactement, c'est au niveau de TN, l'actionnariat, si tu veux. TN plus 1, 2, 3, Voilà, je sais ouais. pas où t'en étais, mais ok. C'est ça, c'est au niveau vraiment top management, Ok. l'actionnariat. Et c'est une problématique parce que à certains moments, par rapport à la situation que j'évoquais, il fallait prendre des décisions qui étaient des décisions courageuses. Mm. Et si on n'arrive pas à suffisamment convaincre le niveau du dessus de prendre ces décisions courageuses, on arrive à une demi-décision. Voilà. Et le mi-cuit, en fait, ça fonctionne très bien en cuisine. Ça Ouais, on aime fonctionne bien. Au chocolat, surtout, c'est relativement pas mal. Ouais. exactement. Par contre, dans le Ouais. management, ça fonctionne pas d'une manière optimale. J'ai une autre expression aussi qui est plutôt pas mal et qui se concrétise bien. C'est que tout objectif ou décision floue est irrémédiablement suivi d'une connerie très précise. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est que si on n'est pas clair sur les décisions qu'on doit apporter, qui à certains moments nécessitent aussi tout l'appui Mm. de l'entreprise, bah, au final, on va entraîner des conséquences qui vont être néfastes pour le collectif. Et donc sur cette situation-là, bah, j'estime que j'ai pas eu le bon niveau d'adhésion. J'ai pas réussi à avoir le bon niveau d'adhésion de la partie supra. Et c'est aussi parce que j'ai pas su convaincre suffisamment. J'ai pas accordé suffisamment d'importance Mm. sur cette nécessité de Sur cette convaincre. partie-là, tu t'es beaucoup concentré sur en dessous, C'est ça, enfin, je me sur suis. tes équipes, la Exactement. mobilisation de tes équipes, et moins sur au-dessus, alors qu'ils étaient clés dans le dispositif, quoi. Exactement. Et c'est ce Ok. que j'ai appris en fait de cette expérience, c'est que bah, il faut travailler vraiment sur les deux Sur leviers les deux niveaux. complètement, parce que sinon on n'arrive pas au but recherché. Et aujourd'hui, c'est ce que tu fais, du coup. Bah, Ouais. en fait, comme toute expérience qu'on analyse, qu'on Mm. décortique et sur lequel on se dit, bah, voilà, en remise en question là-dessus, j'ai pas été suffisamment bon, bah, je l'utilise en fait pour la suite, pour le futur. Et chez les pompiers, ça marche, du coup. Chez les pompiers, bah, comme partout, hein, Ouais. c'est comme toute organisation, ça fonctionne, ça évolue, et ça n'empêche pas de refaire à certains moments des erreurs et de les corriger, d'en apprendre et puis de Ouais. s'améliorer. Ouais, merci, parce que effectivement, c'est super intéressant parce que t'en as aussi qui font que le haut et qui oublient leurs équipes, mais non, du coup, ça marche pas non Ça plus. arrive aussi, ouais. Ça arrive aussi, mais c'est vrai que, et puis trouver l'énergie et puis entre guillemets les tactiques aussi pour mobiliser les deux parties, c'est pas parce que c'est pas les mêmes. En fait, Oui, c'est pas évident, donc c'est vrai qu'il faut apprendre à gérer ça, quoi. c'est ça. Ouais. Euh,
Et qu'est-ce qui caractérise toi aujourd'hui ton leadership, tu dirais, sur le Anthony de aujourd'hui, là, maintenant? S'il y avait deux, trois trucs que au-delà de ceux que tu as déjà mentionnés, Bah, peut-être. sur Anthony actuel, c'est capacité à observer, à être dans l'écoute, à être connecté au terrain. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. L'humilité, la remise en question, ça, on l'a évoqué juste avant. Euh, la capacité à s'adapter. En fait, chaque situation est différente. Et on ne peut pas faire du copier-coller. Voilà, Bah, on surtout peut s'inspirer de son expérience, dans ton métier, là. s'inspirer de ce qu'on voit bah, dans le métier et dans le milieu des sapeurs-pompiers. C'est d'ailleurs un des points qui est important, c'est qu'on cherche à développer aujourd'hui la capacité d'analyse, la capacité de prendre les décisions et d'agir efficacement, et pas forcément de se formater à des cubes prédéfinis en fait. Ouais. On va vraiment chercher une capacité d'adaptation. Donc ça, la capacité aussi à prendre des décisions et puis à les assumer. Ça, c'est important. Il faut qu'un manager sache décider, Mm. il faut qu'il sache assumer aussi les décisions qu'il va prendre et les conséquences qui vont avoir lieu derrière. Quitte à pas être très populaire après. Quitte à parfois pas être très Parfois, bien sûr. populaire si c'est pour l'intérêt collectif. Ouais. Mais au final, s'il y a un intérêt collectif, la popularité, ça va se retrouver Ouais, quelques temps après, quoi. le C'est pas un côté souci. être un manager juste, quoi. Être un manager Ouais, juste, ouais, ce c'est qui est ça. pas simple. Et du coup, pour clôturer cette interview, Anthony, moi, je veux bien que tu nous donnes des livres, des podcasts, des mantras, que tu vois, n'importe quelle ressource qui, toi, t'ont aidé à te construire en tant que manager et leader. Et qui pourrait peut-être donner de l'inspiration à d'autres. Hmm. Alors sur la partie qu'on a évoquée sur le retour d'expérience, Ouais. moi j'ai une série que je recommande qui est sur YouTube, alors qui est, Que je sens que je vais encore pas connaître. bah je sais pas, tu me diras, la minute de vérité. Ben non, Eh voilà. ben voilà. C'était avec le caméléon, c'est dans la même. Ouais, ça doit être à peu près C'est dans la la même même période, époque, c'est ça? c'est ça. Dans la minute de vérité, on retrouve des épisodes sur YouTube. C'est des petites séries en fait qui décortiquent notamment des catastrophes aériennes, maritimes, des problématiques Ok. particulières. Et en fait, c'est plutôt bien tourné où ça explique comment on en est arrivé là. Et en fait, on s'aperçoit que souvent sur une catastrophe, en fait, c'est un ensemble de petites problématiques qui manque de bol cumulé, on fait en sorte d'arriver à une catastrophe, avec des problématiques matérielles, de procédures, des problématiques humaines, et au final on arrive sur des catastrophes importantes. Et au final, par rapport au retour d'expérience, c'est assez intéressant, c'est assez enrichissant, parce que ça permet de comprendre aussi comment on arrive à remonter à partir d'une difficulté, Ok. la pelote de laine au Ok. final pour Trop en bien. tirer l'origine Donc je note la de la minute de vérité. difficulté. J'en ai des choses à rattraper. Ok. La Minute de minute de vérité, vérité, voilà. on peut trouver sur YouTube, c'est ça? C'est ça, Ok. on peut retrouver sur YouTube. Après, en livre, j'aime bien Le Monde sans fin. C'est de Christophe Mm. Blain et de Jean-Marc Jancovici. Alors c'est une BD qui est très connue, hein, elle est Ouais. sortie il y a peu de temps, mais ce que j'apprécie en fait sur cette bande dessinée, c'est au-delà du domaine, qui est un domaine hyper important, puisque au final c'est la planète, c'est ce qu'on est en train de faire sur la planète, et comment on en est arrivé à cette situation, ça explique de manière simple et concrète des choses qui sont extrêmement complexes. Et en fait, on lit d'une façon très simple, alors que les sujets abordés, les Mm. thématiques Ouais, ils ont fait sont assez pointus. un gros travail de vulgarisation sur le sujet. Exactement. Et le Ouais. travail de vulgarisation, en fait, dans le management, je trouve que c'est la clé. Mm. Si on arrive à vulgariser, à s'adapter à son auditoire aussi et à faire de choses complexes, les transformer en choses simples, à partir de là, ça veut dire qu'à la fois on a bien compris et à la fois on arrive à bien travailler, on va bien travailler avec le collectif sur ces problématiques qu'on va évoquer. Et donc je trouve que ce livre, c'est l'exemple parfait Mm. de ce à quoi il faut arriver. Même si on n'a pas de talent de dessinateur, on peut le faire sous une autre Ouais. forme que la BD, Ou le talent de Jean Covici aussi, ou qui le est talent quand même de un art Jean de la. Covici, qui est Ouais. Qui maîtrise l'art de la vulgarisation. qui est un orateur hors Ouais, pair, ça, il n'y a pas de doute exactement. là-dessus. Ouais. Ok, il y a autre chose? Après, il y a un livre aussi qui est assez intéressant, qui s'appelle Vibration,
c'est de Nancy Duarte. Et je connais pas du tout. Ok. Et là, c'est un livre qui est assez intéressant puisqu'il explique les techniques oratoires sur les grands discours, sur comment fonctionne aussi un chef d'orchestre, par exemple. Et on s'aperçoit qu'il y a énormément de liens pour raconter une histoire, mais pour transmettre le sens, en fait. Parce que Hmm. raconter une histoire, il n'y a pas d'intérêt, mais c'est pour transmettre, en fait, du sens à une équipe, par exemple. Ce livre-là, il faut l'avoir lu. Il est Alors, vraiment intéressant. je note sur ma to-do avec les autres, avec ceux que j'ai pas lus ou écoutés. Super. Et tu m'avais dit aussi quand on a échangé rapidement en préparant, il y a une ou deux phrases aussi qui t'ont marqué et que tu gardes dans la poche au Alors, quotidien. ouais, j'ai une phrase qui était mon premier chef qui a pu me dire, c'est proximité mais pas promiscuité. Et ça, c'est important, je me le suis vraiment gardé Hmm. pour toute ma carrière de manager aussi. C'est le fait d'être proche des équipes, ça c'est important. C'est-à-dire qu'il y a trop de managers qui sont parfois très éloignés, ou au contraire, des fois, on voit trop de managers qui sont trop imbriqués dans Hmm. leur équipe. Donc il faut réussir à trouver ce bon équilibre, Ouais. ce juste équilibre entre proximité et promiscuité. Ouais. Donc C'est ça vrai me que c'est paraît pas important. simple, mais la phrase est pas mal parce elle est bien, on peut bien la retenir en Ouais, elle est plus. assez, Ouais. assez parlante. Et après, j'ai une autre phrase d'Albert Einstein. Hmm. C'est si j'avais 1 heure pour sauver le monde, je passerais 59 minutes à analyser et 1 minute à mettre en œuvre la solution, À résoudre le problème, quoi. à résoudre C'est le comprendre problème. le problème surtout, et puis après, C'est ouais, exactement ça. ok. Et là aussi, c'est une phrase qui est importante, puisque ça veut dire il faut éviter tout ce qui est réaction à chaud. Il faut vraiment réussir à construire et analyser avant de mettre en Hmm. place un certain nombre Ouais. d'actions. Donc très lié à la culture du rétex aussi. C'est très lié à la culture du rétex et c'est une des choses aussi qu'on apprend en étant sapeur-pompier et aussi en étant officier sapeur-pompier donc dans le cadre du commandement où on doit prendre, là on n'a pas 59 minutes pour prendre une décision, pour Ah oui, tu l'analyser. m'étonnes, ouais. Par contre, la décision qu'on prend, elle a une importance pour toute la suite et tout le déroulement Ouais, va de entraîner plein de réactions en l'opération. chaîne, quoi. Ouais. Exactement. Donc ça veut dire qu'il faut quand même réussir en un minimum de temps à analyser des données d'entrée qui sont Hmm. vraiment importantes, qui sont vraiment aussi complexes, nombreuses, de telle façon à prendre la bonne décision et la bonne orientation vis-à-vis de son équipe. Ok, trop bien, hyper riche. Je pourrais rebondir sur chaque chose, parce que je fais plein de parallèles aussi avec notre métier. Mais on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Anthony, pour ton temps. C'était super Avec plaisir. d'avoir ce temps-là avec toi. C'était hyper riche. Je suis sûre que ça va aider ou en tout cas inspirer plein de managers partout. Donc voilà, merci beaucoup. Merci Camille, C'était merci à super. toi.